Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Antoine Delaporte, bonjour. Nous nous retrouvons pour nos habituelles chroniques consacrées à l'Espagne. Et on a voté en Espagne le 23 juillet, si je ne m'abuse, dans le cadre des élections législatives. Et ces résultats donc d'élections législatives anticipées par Pedro Sánchez, car sinon elles étaient prévues cet automne. Et donc il les a organisé suite aux élections locales, dont peut-être tu redonneras à nouveau quelques mots en guise d'introduction. Et donc ces résultats ont été plutôt surprenants, car on s'attendait quand même à un succès des droites, de la droite et de l'extrême droite, Parti populaire et Vox, et c'est plutôt par rapport aux attentes un échec pour ce bloc de droite, et donc à contrario un relatif succès pour la gauche, et notamment le PSOE de Pedro Sánchez. Peux-tu, Antoine, nous livrer une analyse plus détaillée des résultats et des conséquences de ces résultats? Oui, donc bonjour Alexandre, c'est un plaisir de se retrouver après effectivement cet été politiquement mouvementé en Espagne. Donc, comme tu l'as dit, le 23 juillet avait donc lieu des élections législatives anticipées, renouvellement du Congrès des députés, l'équivalent de notre Assemblée nationale, et puis du Sénat. Donc là, voilà, pas de le Sénat, c'est le Sénat, hein, c'est pareil. Et donc, les élections effectivement étaient anticipées par Pedro Sánchez au lendemain des élections municipales du 28 mai. Ces élections municipales et régionales avaient été une mauvaise surprise pour la gauche, notamment parce qu'elle avait perdu une très grande partie de son pouvoir institutionnel. Elle avait notamment perdu la ville de Valence, elle avait perdu la ville de Séville, elle avait perdu la région de Valence, elle a perdu également la région de l'Aragon ou encore la région des Baléares, et toutes ces régions et ces villes ont basculé à droite dans une configuration d'alliance entre le Parti populaire et Vox. Et donc effectivement, autant en termes de voix, le Parti socialiste avait plutôt bien résisté, mais la très bonne performance du Parti populaire, qui était redevenu le premier parti d'Espagne, et puis en parallèle le mauvais résultat, la contre-performance des différentes familles de la gauche radicale espagnole avait conduit à cette déroute institutionnelle et avait amené Pedro Sánchez à dissoudre le Parlement pour une raison à la fois stratégique et politique. La raison politique, c'est que, comme tu l'as dit, les législatives étaient plutôt attendues en novembre ou en décembre, et donc après une telle défaite, eh bien, ça aurait été un véritable chemin de croix pour Pedro Sánchez et son gouvernement d'attendre 6 mois pendant que la droite aiguisait les couteaux et attendait son heure de gouverner, pendant qu'en plus la gauche radicale devait se reconstituer autour de sa chef de file, Yolanda Díaz, la ministre du Travail. La technique stratégique, c'était de mettre le PP en difficulté au lendemain de cette victoire municipale et de finalement maîtriser le rythme et le tempo de la campagne. Le résultat du 23 juillet, il faut bien le souligner, c'est bien le Parti populaire qui, d'un strict point de vue arithmétique, remporte ces élections, puisqu'il est en tête, il remporte environ 33% des voix, 137 députés sur 350. C'est la première fois depuis les élections législatives de 2016 que le Parti populaire remporte des élections législatives. Mais, comme tu l'as souligné, ce n'est pas un succès pour l'ensemble des droites, puisque le Parti populaire et Vox ont ensemble un total de 170 députés, auxquels on peut d'ores et déjà raccrocher le député de l'Union du peuple navarrais, c'est un petit parti de la région de Navarre, la région de Pamplune, qui est un historique allié du Parti populaire. Donc, les droites, dans leur ensemble, concentrent 171 députés, c'est-à-dire 5 de moins que la majorité absolue au Congrès des députés. Et ça a vraiment été la surprise de cette soirée électorale. C'était une soirée électorale très particulière parce que quand les sondages sont sortis, il n'y a pas de sondage à la sortie des urnes en Espagne. Ce sont en fait des sondages qui sont réalisés sur les derniers jours de campagne, et parce qu'on ne peut pas publier de sondage en Espagne sur les 5 derniers jours de campagne. Et donc les sondages, notamment ceux de la télévision publique, n'étaient pas très certains de cette majorité absolue. Ils confirmaient bien une victoire du bloc de droite, mais pas de certitude. Et puis les premiers dépouillements étaient vraiment assez mauvais pour les droites. D'ailleurs, pour l'anecdote, il y avait un statisticien qui avait établi que le Parti populaire, enfin la droite en général en Espagne, entre le début du dépouillement, parce qu'on fait des projections sur un petit nombre de voix, et puis après, à la fin du dépouillement, la droite gagne en moyenne
15 sièges entre le début et la fin. Et pour l'anecdote, au début du dépouillement, la droite totalisait 155 sièges, elle a fini à 170. Donc cette statistique s'est une nouvelle fois vérifiée. Surtout, ça a bien confirmé que la droite n'a pas été en mesure de conquérir la majorité absolue. Alors le Parti socialiste, lui, Pedro Sanchez réalise son meilleur résultat en voix depuis 2008, depuis la grande victoire de José Luis Zapatero. Alors ça se traduit pas forcément en sièges. En sièges, il gagne un député, il passe de 120 à 121 parce que le Parti populaire est en tête et que le système électoral espagnol, le système dont je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais favorise en fait un peu le parti qui arrive en tête. C'est un système qui est plus pratique pour le parti arrivé en tête, mais il gagne plus d'1 million de voix et il s'assoit vraiment comme la grande force progressiste de gauche et de centre-gauche en Espagne. C'est un très bon résultat pour un parti social-démocrate en Europe, hein, très clairement. Et c'est un vrai succès stratégique pour Pedro Sanchez qui, en une soirée, a fait taire toutes les critiques internes après les municipales et les régionales, notamment ceux qui critiquaient son rapprochement avec les indépendantistes catalans. À noter que le Parti socialiste est redevenu, encore une fois pour la première fois depuis 2008, la première force politique dans les urnes en Catalogne, et que le Parti socialiste en Catalogne, à lui tout seul, a plus de députés que l'ensemble des partis indépendantistes catalans. Parce qu'on va en parler tout à l'heure, ce sont les indépendantistes qui ont la clé de la gouvernance de l'Espagne, alors qu'ils n'ont jamais été aussi faibles depuis 10 ans. C'est donc une sorte de paradoxe. Et puis, on va parler ensuite évidemment dans les partis un peu en dessous, enfin dans les deuxième ligne, on va dire ça comme ça, il y a Vox qui reste le troisième parti d'Espagne, mais qui perd 19 députés. Il est victime d'une sorte de vote utile en faveur du Parti populaire. Et puis de l'autre côté, Sumar, la grande coalition des gauches radicales formée autour de Yolanda Díaz, avec Podemos qui devient réduit vraiment à une portion congrue. Podemos a annoncé d'ailleurs un plan social, va devoir licencier plus de la moitié de ses permanents, puisque n'a plus que 5 députés, alors qu'il en avait plus de 20 sous la législature précédente et qu'il a en plus subi une déroute au municipal et au régional. Mais Sumar obtient 31 députés, là où l'ensemble des partis le constituant détenait 38, donc c'est un recul par rapport aux élections, par rapport à l'espace qu'il occupait aux élections de 2019, mais ça reste malgré tout une performance qui permet d'envisager éventuellement de maintenir la coalition qui soutenait Pedro Sanchez. Mais très clairement, Sumar est aussi victime d'un vote utile en faveur du Parti socialiste. Le Parti socialiste a su, Pedro Sanchez, malgré une campagne un peu hésitante au début, d'abord sur les thématiques économiques, il a essayé de jouer le sérieux économique, après il y a eu ce débat télévisé qui a été un ratage total de la part de Pedro Sanchez, alors que c'est censé être son point fort. Il s'est complètement raté face à Alberto Núñez Feijóo, il était très fébrile, très virulent, il avait vraiment perdu cette capacité à être un vrai battleur. Et puis sur la fin, il a vraiment su exploiter deux choses. D'abord, les alliances entre le PP et Vox au niveau régional et municipal, qui donnaient vraiment le sentiment que le Parti populaire cédait à certaines lubies de l'extrême droite, notamment sur la négation de la réalité des violences faites aux femmes, sur la contestation des droits des personnes LGBT. Il y a aussi eu dans certaines mairies des censures de pièces de théâtre, dans des mairies qui avaient basculé de la gauche à la droite. Et donc tout ça a donné effectivement une image qui a pu révulser une partie de l'électorat progressiste qui s'était abstenu au moment des élections municipales et régionales. Ça a aussi mobilisé une partie de la gauche en faveur des socialistes, et d'ailleurs, y compris par exemple en Catalogne, une partie de l'électorat indépendantiste qui a vraiment eu peur de ce que serait un gouvernement de droite et d'extrême droite au niveau national face à une communauté autonome comme la Catalogne qui reste dirigée par un parti indépendantiste, par la gauche républicaine. Et donc tout cela a vraiment su mobiliser. Puis Pedro Sanchez, il y a eu un moment, il y a eu une espèce de bascule où il a été dans un optimisme débordant et le Parti socialiste a commencé à croire à son propre discours d'une remontada inattendue, c'est possible, on peut le faire, on peut l'emporter. Et à l'inverse, le Parti populaire s'est installé dans l'idée que de toute façon, il gagnerait. Il y a même eu, 10 jours avant l'élection, une espèce de discours qui disait « Oh, ben, si ça se trouve, on aura la majorité absolue à nous tout seuls ». Et donc, il y a eu à la fois une espèce de tassement du Parti populaire
un excès de confiance, et puis de l'autre côté, une espèce de niaque du Parti socialiste un peu étonnant, totalement inattendu, et tout cela se mélange pour faire une espèce de gloubi-boulga un peu pile à ce moment-là, au moment des élections, et donc cela donne ce résultat, et puis donc comme je le disais, il y a ce mauvais résultat des indépendantistes catalans. Alors la gauche républicaine de Catalogne qui perd la moitié de ses sièges, elle subit de plein fouet. Ça a été un soutien majeur de Pedro Sanchez pendant la législature précédente. Et donc les indépendantistes les plus radicaux, évidemment, le lui ont reproché amèrement et donc ne sont pas allés voter. Il y a une forte abstention chez les indépendantistes. Et puis les autres indépendantistes, c'est Junts, c'est Ensemble pour la Catalogne, c'est le parti de Carles Puigdemont, un ancien président de la région. Et lui, et Junts, pour le coup, a aussi perdu un député parce que ce parti, notamment, a décidé d'être dans une posture assez contestataire. Il n'a pas réussi à gagner la mairie de Barcelone. Il s'est retiré d'un certain nombre d'institutions au nom d'une pureté idéologique. Et une partie de l'électorat de Junts, c'est l'ancien électorat de Convergencia. Et Convergencia, c'était le grand parti nationaliste pragmatique des années 80, 90, 2000. Et cet électorat, en fait, a un vote stratégique, c'est-à-dire il vote pour faire avancer des idées et il vote surtout pour faire avancer l'autonomie de la Catalogne et puis évidemment ses propres intérêts. Et comme Junts est dans une posture plus radicale et plus contestataire, cet électorat-là est par exemple facilement attiré par un parti socialiste catalan qui est assez mesuré, assez pragmatique, assez modéré. Et donc aujourd'hui, on se retrouve, si je fais le point, 171 députés de droite, autant de gauche indépendantiste catalan, donc la gauche républicaine de Catalogne, etc. Et puis en fait, il reste 8 députés, les 7 de Junts, le parti de Carles Puigdemont, et un de la coalition canarienne, qui est un petit parti des îles Canaries, qui est un parti régionaliste, qui défend plus d'autonomie pour les îles Canaries, etc., qui n'est pas un parti indépendantiste, qui est plutôt centriste, centre-droit. Et en fait, ce sont ces 8 députés, mais surtout les 7 députés de Junts, d'Ensemble pour la Catalogne, qui peuvent décider d'une majorité. Ils ne voteront pas l'investiture d'Alberto Núñez Feijóo, mais ils pourraient voter l'investiture de Pedro Sanchez. Il y a déjà eu un premier accord pour l'élection du président du Congrès, donc de l'équivalent de l'Assemblée nationale, où, en échange d'un certain nombre d'engagements et de faits, Pedro Sanchez a obtenu les voix de Junts et donc la présidente du Congrès, qui est une socialiste des îles Baléares, qui s'appelle Francina Armengol, qui est une personnalité très favorable au fédéralisme, qui parle le catalan, qui a été dans sa jeunesse une militante indépendantiste. Elle en est revenue depuis. Donc un personnage qui peut plaire à cette Espagne un peu plurielle, à cet électorat et à ces partis défenseurs d'une Espagne plurinationale. Eh bien, elle a obtenu 178 voix, c'est-à-dire la majorité absolue. C'était quand même la première fois depuis 2016 depuis 2011, pardon, qu'un président du Congrès était élu dès le premier tour. Donc, il y a peut-être la possibilité de former une majorité d'abord qui serait plus courte, 178 sièges sur 350. Ensuite, majorité où chaque formation politique, chaque formation majeure en tout cas, donc PSOE bien sûr, mais surtout Sumar, Ensemble pour la Catalogne ou la gauche républicaine, pourrait peser. Et puis bien sûr, parti nationaliste basque et Bildu, j'ai oublié de les citer, il faut que j'en parle aussi. Chacun pourrait, en fait, en retirant ses billes, mettre le gouvernement en minorité. Là où sous la législature précédente, Pedro Sanchez avait quand même plus de facilité à jouer ce qu'on appelle la géométrie variable, c'est-à-dire à aller chercher des soutiens, à se passer de certains soutiens en tirant d'autres, etc. Surtout qu'en face de lui, il aura un parti populaire qui, si Pedro Sanchez est investi président du gouvernement et refait un mandat, face à lui, il aura un parti populaire qui lui niera sa légitimité puisque le PP dira « nous sommes arrivés en tête, nous avons gagné, c'est à nous de gouverner ». Une extrême droite qui évidemment restera ce qu'elle est, c'est-à-dire une opposante virulente à Pedro Sanchez. Et puis donc, j'ai pas parlé du Pays Basque où le parti de gauche qui s'appelle Bildu, qui est formé entre autres, pas que, mais entre autres, d'héritiers de Batasuna, le bras politique de Théa, mais qui condamne l'usage politique de la violence. Bildu a aujourd'hui un député de plus que le parti nationaliste basque, le PNV, qui était le parti nationaliste historique, pragmatique également. Et donc voilà aujourd'hui où en est ce Parlement espagnol, toujours un peu éclaté, toujours avec cette dépendance au parti nationaliste et indépendantiste. Alors c'est aussi l'histoire de la construction de l'Espagne, la Constitution de 78, elle se construit sur un consensus avec des partis nationalistes.
Mais voilà, aujourd'hui, il y a quand même une incertitude. Il y a plus de probabilité quand même que Pedro Sanchez se maintienne au pouvoir. Mais nous sommes fin août et fin août, début septembre, il n'y a pas d'accord de conclu. Alberto Núñez Feijóo a été proposé par le roi comme candidat à l'investiture parce que c'est lui qui a amené le plus de soutien. Il en a 172 puisque la coalition canarienne lui apporte son soutien tout en disant que si c'est Pedro Sanchez le candidat, elle pourra le soutenir aussi. Hein. Il n'y a pas de coalition canarienne est très pragmatique et là où Sanchez n'avait pas plus de voix que ça. Le roi, d'ailleurs, dans sa communiqué de presse, a expliqué les raisons de pourquoi il propose Feijóo et pas Sanchez. Et c'est la première fois depuis 78 que le roi justifie son choix, parce qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de choix évident. Et Feijóo ira à l'investiture à la fin du mois de septembre. Et sauf énorme surprise, il n'aura pas l'investiture, puisque le seul moyen, c'est d'avoir les 171 voix qu'il a déjà, et les voix, par exemple, du Parti nationaliste basque, qui refuse catégoriquement d'être dans la moindre équation où Vox serait, sans même parler de Vox au gouvernement, mais voilà, s'il y a les voix le PNV ne mélangera pas ses voix avec celles de Vox. Et le PNV a d'ailleurs déjà commencé à négocier avec le PSOE. Il y a déjà des discussions qui sont en cours, sachant que voilà, la revendication des indépendantistes catalans, notamment, c'est une loi d'amnistie pour toutes les personnes qui ont participé à l'organisation du référendum de 2017. Et les bruits qui courent, en tout cas dans la presse et qui sont relayés par la presse, c'est que le Parti socialiste est déjà en train de travailler sur cette loi d'amnistie qu'il refusait il y a quelques années. Mais on sait que Pedro Sanchez a une souplesse idéologique et stratégique qui peut parfois confiner à une forme d'opportunisme. Mais s'il accédait à cette demande d'amnistie et à une décentralisation d'un certain nombre de compétences en faveur de la Catalogne, alors il serait plus que probable qu'il obtienne l'investiture. Mais là, on est clairement pour le moment encore dans de la politique fiction, bien évidemment. Antoine, merci pour toute cette analyse vraiment en détail et qui d'ailleurs dans ta réponse a répondu aux autres questions que je souhaitais te poser. Mais enfin, une deuxième et du coup dernière question, c'est tu as évoqué fin septembre donc Alberto Núñez Feijóo, qui est leader du PP, du Parti populaire, est arrivé en tête. Donc ça paraît logique que le roi le sollicite pour tenter de former un gouvernement à la fin du mois de septembre. Même si le fait d'avoir mentionné que pour la première fois le roi doive justifier est quand même un signe politique très fort qui souligne la victoire la victoire qui est un échec du PP et la défaite du PSOE qui est qu'une victoire du PSOE. Là aussi, il y a un paradoxe. Les résultats sont paradoxaux. Une défaite est une victoire, une défaite. Donc probablement Feijóo n'arrivera pas à former un gouvernement à la fin du mois de septembre. Donc de ce fait, constitutionnellement, le roi va solliciter Sanchez pour constituer un gouvernement. D'après ce que tu dis, il est quand même fortement envisageable qu'il parvienne à former cette majorité, mais si jamais pour des raisons tactiques de tel ou tel parti, tactiques et ou stratégiques, etc., il n'arrive pas à obtenir une majorité, quel serait le scénario? Il aurait un délai pour essayer de reformer un gouvernement ou l'Espagne serait obligée une nouvelle fois recourir aux élections? Alors, constitutionnellement, une fois que le premier qui est allé à l'investiture a échoué, sachant qu'il y a deux votes. Il y a un débat, ensuite il y a un vote où il faut obtenir une majorité absolue favorable pour le candidat. Donc c'est 176 voix en l'espèce, c'est le nombre magique. Si le candidat échoue, il revient 2 jours plus tard et pour le coup, il faut une majorité simple. Il faut juste plus de votes favorables que de votes défavorables. C'est Pedro Sanchez, par exemple, en 2019, enfin janvier 2020. C'est Mariano Rajoy en 2016. C'est Zapatero en 2008. Ce n'est pas la première fois, c'est déjà arrivé. Donc là, il faut juste une voix de plus. Pedro Sanchez avait d'ailleurs obtenu l'investiture, si je dis pas de bêtises, à 167 voix contre 165. En 2020, c'était l'écart le plus petit qui n'avait jamais été constaté. Si le candidat n'obtient pas cette majorité, alors il y a un délai de 2 mois qui s'ouvre à compter du premier vote, du vote où on avait besoin de la majorité absolue. Dans ce délai de 2 mois, le roi peut continuer à proposer des candidats. Il n'est pas obligé de le faire.
C'est-à-dire qu'en fait, le roi, ce qui s'est passé en 2016 à plusieurs reprises, ou en 2019 quand Pedro Sanchez avait échoué, c'est une fois que le candidat a échoué, le roi, en fait, souvent attend. Il attend de voir si dans les médias, les partis politiques bougent. Si les partis bougent, alors il va quand même les reconsulter pour voir si une majorité pourrait se dégager. Euh, de toute façon, généralement, quand on n'est pas très loin de la fin du délai de 2 mois, le roi peut quand même essayer de reconsulter pour essayer de voir si, alors, en dernier recours, il n'y aurait pas une majorité. Donc, le roi, une fois que Feijóo aura échoué, n'est pas obligé de proposer Sanchez, du moins pas tout de suite. Mais si Sanchez a un accord avec les partis, le roi doit reconsulter les partis, c'est une obligation constitutionnelle, et ensuite il il proposera Pedro Sanchez. Le roi, donc, il y a donc ce délai de 2 mois. Le roi peut proposer Sanchez dès le lendemain de l'échec de Feijóo, comme il peut le proposer 8 semaines plus tard. L'important, c'est qu'on soit dans ce délai de 2 mois. Si à l'issue de ce délai de 2 mois, même Sanchez d'ailleurs peut y aller une fois, échouer, essayer de renégocier, puis trouver un accord avant la conclusion du délai des 2 mois de Feijóo, parce que c'est toujours de ce délai-là qu'on part, et revenir. On peut revenir autant de fois qu'on veut. Ça ne s'est jamais vu, mais la Constitution ne l'interdit pas. La seule règle, c'est que si au bout des 2 mois après le premier échec du premier candidat, il n'y a pas de président du gouvernement investi, alors le Parlement est dissous automatiquement et on retourne aux urnes. C'est une obligation. Et d'ailleurs, c'est ça qui explique que l'investiture de Feijóo soit prévue les 26 et 27 septembre. C'est que s'il échoue le 27 septembre, les élections auraient lieu le 14 janvier. Parce qu'en fait, tu as un délai de 2 mois et après, quand le Parlement est dissous, il y a un délai de 47 jours avant que les élections aient lieu. C'est un délai légal, c'est comme ça, le temps de former les commissions électorales, d'enregistrer les candidatures, de mettre à jour le fichier électoral, de tirer au sort les membres des bureaux de vote, parce qu'en Espagne, les membres des bureaux de vote sont tirés au sort, faut le savoir, hein, c'est une petite particularité. Donc tout ça demande du temps et de l'organisation, et puis le temps de faire campagne. C'est juste qu'il y a une semaine de campagne officielle au lieu de 2, donc c'est 47 jours. Donc ça nous amènera au 14 janvier. Et si tu regardes bien le 14 janvier, en fait, on est juste après Noël, le Nouvel An, et surtout l'Épiphanie, qui est un jour très important en Espagne. Et donc l'idée de Francina Armengol, c'est elle qui a convoqué l'investiture de Feijóo les 26 et 27. Soit elle le faisait dès cette semaine, et ça nous amenait à des élections une semaine avant Noël, soit elle devait le faire vraiment fin septembre pour éviter d'avoir des élections en pleine période de fête. Là déjà, l'Espagne a quand même fait des élections en plein milieu d'un été absolument caniculaire et étouffant, avec des feux de forêt, avec un taux de participation, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais qui est quand même de près de 70%. Donc, les Espagnols se sont vraiment mobilisés avec un record du vote par correspondance. En Espagne, on peut voter par courrier. Plus de 2 millions, je crois, de votes par courrier. Il faudrait que je revérifie, j'ai un doute si c'est 1 ou 2. Il me semble que c'est 2. Donc voilà, donc, entre guillemets, on a déjà réussi une première fois le défi logistique. On va pas recommencer. Puis la période de Noël, c'est très familial. Les gens sont très en famille, donc c'est pas forcément facile. Mais c'est ça qui explique le choix de cette date. Et ça, c'est aussi d'ailleurs une des conséquences de l'éclatement du paysage politique depuis 2015. Hein. Jusqu'en 2015, on choisissait souvent une date d'investiture très très proche. Enfin, on ne choisissait pas la date d'investiture en fonction d'une potentielle répétition électorale. C'était en fonction du besoin du candidat. Je suis prêt, j'y vais. Je suis pas prêt, j'attends. Voilà, il n'y avait pas spécialement de règles. C'était juste à l'appréciation de chacun. Là, maintenant, il faut toujours tenir compte de cette particularité. Et il y a une chose, parce que comme je parle de temps anciens, de temps près 2015, ces élections, c'est quand même aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est le succès du bipartisme, des deux vieux partis qui obtenaient à peine 49% des voix en 2019 et qui aujourd'hui, ensemble, sont presque à 65%. Alors on n'est pas au record de 2008, hein, que je cite souvent, 85% des voix pour les deux grands partis en 2008, mais on est vraiment sur un bipartisme qui s'est complètement remis d'aplomb, qui a retrouvé à lui tout seul la majorité des 3/5 au Congrès, ce qui permet juste au PP et au PSOE de s'entendre sur les grandes institutions, etc. Et puis autre chose, il y avait les élections au Sénat, et le Sénat est élu d'un autre mode de scrutin, ce n'est pas la proportionnelle, et ça a permis au Parti populaire d'y remporter la majorité absolue à lui tout seul. Alors, ça n'empêchera pas Sanchez de gouverner si Sanchez accède au pouvoir, mais par contre, ça le ralentira clairement, puisque le Sénat a une capacité à ralentir le processus législatif, à convoquer évidemment des commissions d'enquête parlementaires, donc ça peut faire venir des ministres, les obliger à témoigner, etc. Mais bon, c'est pas en soi un blocage institutionnel, mais
mais Sanchez a déjà vécu cette situation quand il était au pouvoir entre 2018 et 2019. Et c'est vrai qu'un Sénat avec une majorité absolue du principal parti d'opposition se comporte comme une assemblée d'opposition, d'autant que maintenant, et en plus, la grande majorité des présidents de région sont des présidents de région de droite. Donc il aura les régions qui sont très puissantes en Espagne, et puis ce Sénat qui peut bloquer, enfin ralentir, pas bloquer, le processus législatif. Donc il sera quand même dans une situation institutionnelle beaucoup moins simple que celle qu'il a vécue les 4 dernières années. Si, encore une fois, je sais que j'ai l'impression que je parle comme s'il était investi, il ne l'est pas encore, il y a encore un long chemin à parcourir, et beaucoup d'accords politiques, beaucoup de cessions politiques à faire aussi. Ce qui se dessine, en fait, ce serait une loi d'amnistie votée en procédure d'urgence dès le début de la législature, et ensuite des mesures socio-économiques progressistes très fortes, très importantes, quelque part pour montrer que oui, on a cédé sur cette question de l'amnistie, pour derrière mener une politique vraiment de gauche, de centre-gauche, social-démocrate, progressiste, très importante, au profit des Espagnols, et quelque part pour effacer un peu le péché originel que sera cette amnistie, parce que ce sera quelque chose qui, évidemment, autant en Catalogne et même au Pays Basque, ce sont des gestes politiques qui comptent dans un électorat, mais dans l'électorat plus ancien, plus conservateur, plus rural, d'Extrémadure, d'Andalousie, de Castille-La Manche, de Castille-Léon, ou même à Madrid, hein, où Isabel Díaz Ayuso est plus puissante que jamais et pressenti comme un recours face à l'échec de Feijóo, évidemment, c'est aussi une possibilité. Enfin voilà, cette amnistie va surmobiliser la droite dès le début du mandat si cette amnistie a lieu, et si ce mandat a lieu. C'est vrai qu'actuellement, tu l'as dit, il y a des victoires qui sont des défaites et des défaites qui sont des victoires. Feijóo doit rappeler à chaque prise de parole qu'il a gagné, qu'il est arrivé premier, parce que son incapacité à disposer d'une majorité, le fait que Sanchez soit en train de négocier et que une partie de la presse le présente déjà comme celui qui se maintiendra au pouvoir, eh bien, donne un peu l'impression que c'est le PSOE qui a gagné. Le PSOE n'a pas gagné, d'ailleurs, pour l'anecdote, au soir des élections, dans l'après-midi, il y avait déjà des balances de sonos rue de Gênes au siège du Parti populaire parce qu'on se préparait à faire la fête. D'ailleurs, la fête a été un peu gâchée parce que à un moment, Feijóo fait un discours, il s'arrête et la foule scande Ayuso, Ayuso, qui était à côté de lui. Donc bon, il fait bonne figure, mais Feijóo n'a jamais perdu une élection, hein. C'est la première fois qu'il perd une élection. Donc psychologiquement aussi, on sent qu'il est un peu perdu, et stratégiquement, il louvoie parce qu'il est dans une situation qu'il n'a jamais connue. Parce qu'il n'a jamais perdu une élection, et en plus, il les a toutes gagnées en Galice à la majorité absolue. Donc pour lui, c'était d'habitude, c'est voie royale, c'est boulevard, je décide tout seul dans mon coin. Là, il est vraiment dans une situation qui est très inconnue pour lui. Et puis de l'autre côté, rue de Ferraz, où est le siège du PSOE, et ben en fait, avec les premiers dépouillements, les gens ont commencé à arriver, les militants, les sympathisants, collaborateurs politiques ministériels aussi, hein, évidemment, et les drapeaux ont commencé à être sortis, et en fait, Sanchez est arrivé assez tard. Il était dans son bureau du gouvernement, et ils ont mis un peu de temps à monter une scène pour qu'il puisse faire un discours, parce que finalement, c'était pas vraiment prévu. Et d'ailleurs, il fait un discours où il remercie surtout les gens qui ont permis ce scrutin d'avoir lieu. Il salue les postiers qui ont permis le vote par correspondance, il salue les gens qui ont tenu les bureaux de vote, il salue les militants qui se sont mobilisés. Mais il fait pas non plus un discours de victoire, parce qu'il sait qu'il dépend des indépendantistes catalans, qu'il n'a pas, en fait, il n'a pas perdu. C'est tout ce qu'il sait. Il sait qu'il n'a pas perdu, mais il peut pas encore dire qu'il a gagné. Et donc c'était vraiment une soirée électorale un peu bizarre, où il n'y avait pas vraiment de vainqueur, il y avait un perdant assez évident, mais qui avait quand même gagné. Donc l'Espagne est un peu entrée dans une situation étrange. Et si Sanchez obtient l'investiture, Sanchez est un homme de première, c'était le premier investi avec par une motion de censure, c'était le premier investi à la tête d'un gouvernement de coalition. Et si là il l'emporte, je crois que ce sera le premier qui je sais plus, il y avait quelque chose, j'ai oublié, tu vois, donc c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, il serait peut-être le premier qui serait investi après des élections qu'il n'aurait pas gagnées. Voilà, c'est ça. Parce qu'il n'avait pas gagné en 2016, mais il n'est arrivé au pouvoir qu'en 2018. Donc, il est toujours, en tout cas, c'est vraiment la preuve que c'est un animal politique. Il a quand même, enfin, au lendemain, quand il dissout le Parlement, un analyste politique français qui connaît bien la vie politique espagnole sur les réseaux sociaux, qui n'est pas moi, je précise,
disait OK, autant des élections fin d'année, je me disais que Sanchez avait le temps de rebondir, là c'est cuit, il vise juste à être le plus fort possible dans l'opposition. Et l'analyse, au lendemain des municipales, elle était pertinente et évidente. Et encore une fois, par cette campagne, par cette capacité à être là où on ne l'attend jamais, c'est toujours quand il est dos au mur qu'il s'en sort le mieux. Il l'a encore prouvé. Je ne sais pas combien de temps ça durera. Il a un vrai mojo et en tout cas pour le moment, il a su le conserver. Donc maintenant, à voir s'il est capable de former une majorité qui sera quand même, s'il y arrive, extrêmement complexe, pardon, à manœuvrer au jour le jour. Et c'est pas parce qu'il est investi qu'on peut imaginer, pas forcément sur un mandat de 4 ans, parce que la situation sera complexe, parce qu'au sein des indépendantistes catalans, il y a des élections régionales au Pays Basque en 2024, et il aura le soutien des deux grands partis nationalistes basques. Il y a des élections régionales en Catalogne en 2025, et il aurait le soutien des indépendantistes. Et tous ces calendriers électoraux pourraient parasiter, déstabiliser avec les enjeux et les jeux internes au sein des partis qui composeraient cette majorité très composite. À compter qu'au sein de Soumar aussi, il y a différentes forces politiques qui ont du mal. Voilà, Podemos a très très mal vécu la campagne électorale. Le résultat ne lui convient pas du tout. Et donc le parti, aussi faible soit-il, avec ses 5 députés, peut venir jouer les troubles faits. Et donc tout ça mis ensemble fait que si investiture il y a, derrière, mandat particulièrement compliqué, il y aura, même si Sanchez a quand même inauguré un gouvernement de coalition inédit en 80 ans, en plein milieu d'une pandémie mondiale, inédite depuis à peu près aussi longtemps. Donc, il sait gérer, mais la situation qui s'annonce s'il emporte l'investiture sera quand même particulièrement complexe. Merci Antoine. Comme d'habitude, tes analyses très, très détaillées, très fines, très pertinentes, où on apprend beaucoup de choses. Et puis aussi de recontextualiser dans le cadre constitutionnel, c'est important d'avoir ces éléments constitutionnels qu'on ne connaît pas évidemment ici, en tout cas très peu. Trois petites questions avant de nous quitter. C'est savoir dans un des bastions du PSOE en Andalousie, savoir les résultats du PSOE en Andalousie, par curiosité. Et ensuite, rapidement, l'échec de Vox, est-ce que ça va avoir des conséquences en interne? Est-ce que ça commence déjà? Et côté Sumar, Yolanda Díaz, tu as parlé de Podemos, mais c'est un résultat plutôt négatif, plutôt positif pour Yolanda Díaz. Et est-ce que Yolanda Díaz sera une alliée sûre de Sanchez si Sanchez parvient à rester à la tête du gouvernement? Alors, en Andalousie, le PSOE, alors, est devancé par le Parti populaire, mais il est clairement aujourd'hui dans sa meilleure forme de ces dernières années. Ce qui veut donc dire aussi qu'il y a là-bas, je pense au régional de 2022 dont on avait parlé, où le PP avait obtenu sa majorité absolue et le PSOE le plus mauvais résultat de son histoire. Et puis au municipal où il a perdu, je ne peux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il n'a plus aucun chef-lieu, par exemple. Puisqu'il a perdu Séville, il a perdu Jaén, qui a été son grand bastion industriel, il a perdu peut-être Huelva, je revérifierai, mais non, justement, il a perdu Huelva, il a perdu Grenade, alors, Grenade, c'était une situation très particulière, mais voilà, il a échoué, il pensait peut-être réussir à prendre Cadix s'il n'y est pas parvenu, Almeria s'est perdu depuis des années, donc voilà, Cordoue n'a pas été reprise non plus, et sur ce qu'on appelle les députations, l'équivalent des conseils départementaux, il en a perdu en Andalousie, 3 ou 4 sur les 6 qu'il détenait, et il n'y en reste plus que 2, notamment celle de Séville, mais la députation de Séville, pour la première fois, il a une majorité relative. Donc bon, les municipales et les régionales ont été vraiment assez cataclysmiques pour le PSOE d'Andalousie, les législatives ont été très bonnes. Il a 21 députés sur la cinquantaine qui sont à pourvoir dans ce territoire, donc c'est quand même un bon résultat, et ce qui prouve qu'il y a un contexte local du PSOE andalou qui n'est pas bon, peut-être une erreur de casting du secrétaire général local, Juan Espadas, ancien maire de Séville, qui est quelqu'un d'un peu fade, un peu effacé, qui ne sait pas, je pense, parler à cette société andalouse qui s'est rajeunie, qui s'est droitisée aussi, hein, parce que l'Andalousie s'est droitisée au cours de ces dernières années, notamment en raison du processus indépendantiste en Catalogne, mais aussi parce que les générations se renouvellent. Donc, en Andalousie, le PSOE aujourd'hui est quand même plutôt en bon état. La campagne a été menée par la ministre des Finances, María Jesús Montero, qui est membre du PSOE depuis une petite dizaine d'années,
mais qui est une personnalité très charismatique, c'est étonnant parce qu'elle n'a pas fait ses classes au PSOE, hein, elle est arrivée sur le tard au parti, mais elle a ce que le PSOE appelle une culture de parti. Elle a vraiment, elle n'y est que depuis 10 ans, mais on pourrait penser qu'elle a fait ses classes aux jeunesses socialistes tellement elle est parfaitement intégrée dans le moule socialiste et elle a une capacité à mobiliser, à donner envie à cette espèce d'optimisme comme celui de Pedro Sanchez, et donc elle peut être un recours pour l'avenir, hein, très clairement au sein du PSOE andalou. Mais voilà, le PSOE andalou a quand même réussi à retrouver un peu des couleurs lors de ces élections, mais voilà, ce sont des législatives avec le contexte national aussi qui a favorisé évidemment le Parti socialiste. Ta deuxième question, Sur Vox et voilà, Vox, et puis ensuite Soumar. Donc Vox, effectivement, la défaite a eu des conséquences en interne. En fait, Vox à la base, c'est un parti de dissidents du PP. Il faut vraiment pas oublier que Vox est un parti dissident du PP qui trouvait que le PP était devenu trop mou sur les questions de société et sur les questions territoriales. Et ensuite, évidemment, il a agglutiné de plus en plus de gens qui n'étaient pas des anciens du Parti populaire, etc. Et Vox, on va dire schématiquement, se compose de deux courants, deux ailes. Il y a un courant ultralibéral, vraiment qui est dans l'ultralibéralisme assumé, les Chicago Boys, enfin voilà, donc toute cette théorie, le reaganisme, le thatcherisme, etc. Et puis il y a un courant qu'on appelle vraiment un courant phalangiste, donc qui est composé de néo-franquistes, de gens, alors tous ces gens sont des nationalistes d'extrême droite, pas de sujet, mais les phalangistes sont donc dans une forme encore de nostalgie du franquisme, et puis le franquisme était quand même aussi un moment, je schématise hein, évidemment, donc aussi il y avait une partie interventionniste, il y avait une partie interventionniste dans l'économie, ce que les ultralibéraux rejettent évidemment fortement. Et euh, Santiago Abascal, le président de Vox, a fait monter dans l'appareil un personnage qui s'appelle Jorge Buxade, qui est un phalangiste convaincu, qui était de fait le directeur de campagne des élections législatives. Et ensuite, il y a eu une sorte de purge interne à l'encontre des ultralibéraux. Et donc, par exemple, le président du groupe parlementaire, qui s'appelle Ivan Espinosa de los Ponteros, s'est retiré de Vox, il a été réélu hein, au Congrès, mais il a décidé de démissionner du Congrès, de démissionner de toutes ses responsabilités. Et donc, on voit bien que c'est l'aile la plus radicale dans un parti qui est lui-même déjà très radical. C'est l'aile la plus radicale qui est en train de s'imposer au sein de Vox. Alors, pour Vox en lui-même, je ne sais pas ce que ça donnera électoralement, c'est pour prédire l'avenir. En revanche, le PP en est inquiet, parce que le PP a des accords de coalition avec Vox en Aragon, en Communauté valencienne, en Castille-Léon, en Extrémadure, et il s'appuie sur Vox pour gouverner les Baléares. Or, le PP n'est pas non plus, certains dirigeants du PP n'ont pas de problème avec une posture de droite radicale. Mais là, on est vraiment sur une posture d'extrême droite très assumée et on n'est pas certain que le PP puisse à un moment assumer des postulats politiques de ce niveau sans prendre le risque de perdre un électorat un peu modéré qui basculerait, qui retournerait vers le PSOE ou qui partirait dans l'abstention. Mais voilà, donc le PP, plus Vox se radicalise, moins en fait c'est bon pour le Parti populaire parce que il doit jouer le grand écart de plus en plus. Et puis, en ce qui concerne Soumar, effectivement, le résultat de Soumar est très loin d'être à la hauteur des attentes. Il y a encore quelques mois, on avait des sondages qui pouvaient annoncer jusqu'à 50, 60 sièges pour Soumar. Yolanda Díaz, quand elle a lancé Soumar comme parti, disait « Je serai la prochaine présidente, je serai la première femme présidente du gouvernement en Espagne ». Effectivement, très très loin de cela. D'ailleurs, on a bien vu dans la campagne, hein, on est passé à un glissement sémantique. À la fin, c'était nous ferons tout pour rééditer le gouvernement de coalition. Donc, on n'était plus du tout sur le même objectif. Yolanda Díaz est une alliée fidèle du PSOE parce qu'elle croit foncièrement à la coalition, qu'on va dire progressiste, comme ça qu'elle s'appelle. Maintenant, au sein de Soumar, il y a Podemos, il y a la gauche unie qui est très derrière Yolanda Díaz, il y a Soumar en lui-même, mais ce n'est qu'une dizaine de députés sur les 30. Et puis après, il y a Mas Madrid, il y a Mas País, il y a Compromís dans le pays valencien, enfin dans la région valencienne. Donc il y a Metz, qui est un parti local des îles Baléares. Donc il y a en fait beaucoup. Soumar, c'est un galimatia, c'est une agglutination de 15 forces politiques. Alors toutes n'ont pas des députés,
Mais alors Yolanda Díaz a fait preuve d'une forme d'autorité, dans le sens où, par exemple, le groupe parlementaire s'appelle Sumar, là où Podemos avait tendance d'appeler son groupe Podemos, et puis il mettait derrière les noms des principaux partis qui y étaient. Lors des consultations avec le roi, elle y allait toute seule, là où Pablo Iglesias, quand il y allait pour Podemos, y allait en délégation. Il y allait avec les autres responsables des autres formations politiques pour essayer de montrer le côté justement un peu confédéral de l'espace politique. Yolanda Díaz, au contraire, essaie de montrer qu'elle est clairement dans une posture de chef de file d'un mouvement uni. Et d'ailleurs, elle a nommé comme présidente du groupe parlementaire une personne qui lui est très proche, une Galicienne comme elle, d'ailleurs, s'appelle Marta Loïs, mais surtout pas quelqu'un issu d'un autre parti, pas de Podemos, pas de la gauche unie, etc. Donc elle montre quand même une forme d'autorité sur son parti embryonnaire qui est Sumar. En plus, oui, c'est pas simple. Le parti s'appelle Sumar et ils ont formé une coalition qui s'appelle aussi Sumar. Donc elle montre une autorité sur le parti et la coalition. La gauche unie avec 5 députés, c'est bien, hein, ça lui va très bien. Elle était descendue dans les années 2000 à un député, donc 5 c'est bien pour la gauche unie formé autour du Parti communiste. Et puis par contre, pour Podemos, 5 députés, c'est très peu, avec en plus ses principaux dirigeants, Irene Montero, la ministre de l'Égalité, qui a été jartée des listes électorales, Pablo Echenique, le numéro 3, pareil. Donc il reste quand même la numéro 1 et la numéro 2, enfin la numéro 1 et puis la numéro 4, pardon, Yone Belarra et Lili Destrinré, mais il reste presque plus rien en fait du noyau dur originel de Podemos dans les institutions. Et même aujourd'hui, avec 5 députés, en fonction de la taille du gouvernement que Sanchez pourrait former, la présence de Podemos à la tête d'un ministère n'est même plus assurée. Et comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, le parti va licencier la moitié de ses personnels, va fermer la moitié de ses sièges en région pour faire des économies, tout simplement. Hein. Podemos traverse un peu ce qu'a traversé, on peut penser par exemple au Parti socialiste français après les élections de 2017. Et donc aujourd'hui, la loyauté de tous ses partenaires, elle est garantie par la personnalité de Yolanda Díaz, mais elle doit composer quand même avec un certain nombre de personnalités, d'enjeux, de rivalités internes. Elle est extrêmement critiquée, en tout cas par Podemos, qui lui reproche d'avoir éjecté Irene Montero des listes, de se comporter un peu finalement, de ne pas être du tout dans une forme de concertation, mais d'être dans une gestion assez verticale, ce que je trouve personnellement assez comique, puisque Pablo Iglesias était lui aussi dans une gestion très verticale de son propre parti. Mais en tout cas, voilà, elle souhaite être un allié fidèle et de poids à Pedro Sanchez. Maintenant, elle est à la tête d'une famille politique extrêmement diverse. C'est ça aussi qui complexifiera d'autant plus la majorité si Pedro Sanchez l'emporte, même si les partis ont signé un accord, entre guillemets, de solidarité entre eux, mais il n'empêche que voilà, il y a quand même, après, chacun a son propre agenda politique. Antoine, une fois encore, merci. Je crois qu'on nous a fait un tour complet des résultats de ces élections législatives et ben, on peut peut-être se donner rendez-vous fin septembre, début octobre pour voir ce qu'il en aurait été de Feijó et de sa tentative pour former un gouvernement et des suites envisageables. Merci beaucoup, Antoine, et à bientôt. Merci à toi, Alexandre. À bientôt. Au revoir.